nous allons accueillir Nourit Aviv et Jean-Claude Amaïzen, que je remercie encore de s'être déplacé un dimanche matin. Merci, bonjour. Et ce que je voudrais d'abord dire, c'est que ça fait 2 fois, je l'ai vu ce matin avant de venir pour la première fois, et je l'ai revu maintenant. Et je trouve que c'est un film profondément émouvant et profondément doux. Je trouve que c'est le plus doux peut-être des films, enfin à mon sens, que tu aies fait. Hein. Il y a les autres, ils ont une très grande beauté, mais une certaine rugosité qui fait partie de leur qualité. Là, je trouve qu'il y a vraiment une grande douceur, et c'est un film de femmes. Il n'y a que des femmes qui parlent. C'est un film qui parle de maternité, c'est un film qui parle je crois, profondément de vie, dans une dimension, encore une fois, extrêmement douce. C'est un film, pour moi, qui parle de temporalité, mais en acceptant cette temporalité, hein, comme si cette temporalité avait quelque chose qui nous faisait perpétuellement naître. Non seulement ce sont des femmes, mais on voit à chaque fois l'enfant, au fond, ce que nous devenons, ce que nous sommes devenus. À chaque moment où nous parlons, il y a ce passé. Je me disais, c'est ce titre de l'annonce. L'annonce, c'est à la fois il était une fois, un futur. Donc c'est quelque chose qui s'inscrit dans une temporalité. Je trouve que d'un point de vue pictural, dans la façon même dont les intervenantes sont présentées, il y a cette idée de croisement de temporalité, de mémoire, hein, et puis de futur dans cette annonce de ce qui devrait arriver, puisqu'on dit que ça va arriver. Ça me fait penser d'ailleurs, il y a un très grand lien entre la mémoire et l'imagination, donc notre capacité à nous projeter dans le futur, hein, des lésions d'une petite partie du cerveau qui joue un rôle très important dans l'inscription de la mémoire et qu'on appelle l'hippocampe. Les lésions d'hippocampe non seulement altèrent la mémoire, mais altèrent la capacité à se projeter dans l'avenir. Donc il y a dans cette annonce qu'est-ce que l'on tire du passé et qui nous permet d'imaginer ce qui va venir, même si ce qui est imaginé vient dans ces annonces d'à côté, d'ailleurs. Et donc je trouve que c'est une très belle façon d'aborder la vie, la généalogie au fond. Et peut-être que cette diversité des langues qui est toujours présente, ce croisement des langues, l'arabe, l'hébreu, le français, le grec, donne aussi cette idée de diversité. Donc si je regardais, je dirais c'est la vie dans ses dimensions les plus élémentaires, qui sont la généalogie et la diversification et la coexistence de cette diversité. La deuxième chose que je trouve très émouvante, c'est que Roland Barthes disait que l'art réellement dans l'écriture, il parlait d'écriture, est ce qui nous défamiliarise, ce qui nous déplace. Et je me disais, au fond, il y a deux grands mystères que nous prenons comme allant de soi. L'un, c'est la fécondité. C'est ce qui fait que nous sommes là après des milliards d'années d'évolution du vivant. Ce que François Jacob, dans un de ses livres, appelle, lorsqu'il traverse le jardin de Luxembourg, la plus grande émotion qu'il ressent, c'est les bourgeons qui apparaissent chaque année, qui recommencent, qui réapparaissent. Et il dit que dans tous les mystères de l'univers et du vivant, c'est ce petit frémissement au printemps qui lui paraît le plus extraordinaire et le plus mystérieux. Et donc dans ce film, au fond, et comme dans beaucoup des histoires et des récits fondateurs, ce qui nous paraît étonnant, la butée, quelque chose d'extraordinaire, c'est la stérilité. Et le grand mystère, c'est la fécondité, qui d'ailleurs ne vient pas d'emblée, d'où ces photos de femmes jeunes, hein, un jour, au moment de l'adolescence, au moment de la puberté, la fécondité apparaît en nous, comme dans l'ensemble du monde vivant. Et cette fécondité, en elle-même, est un mystère. Le fait, la peine ou la douleur qu'elle ne soit pas là, fait que nous considérons la stérilité comme une anomalie, à juste titre, dans le fait qu'elle nous choque. Et le fait de considérer la stérilité comme une anomalie, je trouve, nous ramène, nous défamiliarise en nous disant, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ce mystère apparemment évident de la fécondité? Je pensais quand Mahomet apparaît et dit je ne sais pas lire, hein, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire au fond la lecture nous apparaît comme une évidence, que ce soit la lecture de l'écriture ou que ce soit la lecture et l'interprétation du monde qui nous entoure.
alors que c'est un profond mystère. Hein, comment se fait-il que lorsque nous voyons des pattes de mouche sur une page blanche, nous apparaissent des mondes, on entend, on sent, on voit, et comment, d'une manière générale, ce que dit Alberto Manguel, comment est-ce que nous lisons le monde, hein, comment à partir de photons de lumière qui viennent buter sur notre rétine ou de déplacements d'air qui viennent entrer dans nos oreilles, nous reconstituons quelque chose dont la cohérence, la beauté, le sens nous apparaît comme évident. Donc je trouve qu'il y a une profonde défamiliarisation. Est-ce que ces récits religieux, ces récits fondateurs, sans doute font, c'est de nous faire apparaître ce qui va de soi comme étant un profond mystère. Alors profond mystère par l'intervention du surnaturel, profond mystère par l'intervention de Dieu, mais au fond, je crois, c'est profond mystère en tant que tel. L'autre chose qui est très belle, c'est cette maternité. Hein. Une femme dit concevoir, c'est adopter l'enfant qui n'est pas encore là. Et la mère qui adopte l'enfant qui va venir, en fait, l'enfant qu'elle accueille en fait une mère. Hein. Donc on est dans l'interaction. La mère fait de celui qui va naître ou de celle qui va naître un enfant, et l'enfant fait de celle qui le porte une mère. Hein. Donc on est encore dans ce lien. Et puis cette histoire bouleversante d'une adoption après avoir mis au monde un enfant. Et je crois que ça dit quelque chose de profond sur, qui a d'ailleurs été à plusieurs reprises un sujet de réflexion pour le Comité consultatif national d'éthique. Qu'est-ce que c'est que la filiation? Est-ce que c'est un problème biologique? Est-ce que c'est un problème de traçabilité génétique? Vous savez qu'il y a une époque où on a dit on va voir si une mère est la mère de l'enfant parce qu'on va faire des tests génétiques pour voir si véritablement c'est son enfant. Qu'est-ce que c'est être mère et qu'est-ce que c'est être l'enfant d'une femme ou de parents? Et fondamentalement, c'est un processus culturel, affectif, social, c'est une reconnaissance. Et donc, indépendamment je dirais, de ce mystère de la fécondité, ce qui nous constitue au-delà de ce mystère, c'est le fait que nous adoptons en permanence nos enfants et que nos enfants nous adoptent comme parents et que nous nous adoptons les uns les autres. Et donc, je crois que ça parle de... C'est dit à un moment, hein, la maternité, c'est à la fois l'enfant, c'est soi, mais l'enfant, c'est un autre. Et cette altérité est rendue encore plus grande quand l'enfant est l'enfant de Dieu. Hein, mais tout enfant est autre, non seulement parce que la mère n'en est pas la seule conceptrice, mais parce qu'il est autre. Et une des grandes difficultés, d'ailleurs, c'est d'accepter que son enfant soit réellement et fondamentalement une autre personne. Hein, qui, d'une certaine façon, nous échappera si véritablement c'est notre enfant. Créer profondément la notion d'une continuité, hein, là où la violence ou la brutalité peut donner l'impression artificielle, parce que c'est jamais comme ça, d'une discontinuité. Donc je trouve ce qui est très beau, c'est cette émergence, et donc ce mouvement, cette mise en mouvement, hein, cette émotion, de la pensée. Voilà, qui prend son temps, qui est douce, qui apprivoise, hein, qui permet de s'approprier cette réflexion. Donc c'est vraiment joli émotion, un mouvement. Alors je pourrais te dire, c'est drôle ce que tu dis, parce que Fabienne, ma femme qui est sinologue, me dit toujours que le Tao qui peut être Tao n'est pas le véritable Tao. C'est que dans le taoïsme, Tao a deux traductions: le chemin, le mouvement, hein, ou la parole, qui est aussi un mouvement. Et donc le chemin qui peut être pris comme chemin n'est pas le véritable chemin. Mais on pourrait dire, la parole qui peut se dire comme parole n'est pas la véritable parole. Hein, donc il y a à la fois ce mouvement, et puis la richesse de savoir au fond que ce qu'on perd, et je crois que ce qui est de l'ordre justement de l'au-delà dans ton film, c'est une façon de dire, il y a quelque chose qu'on perd. Donc c'est pas seulement que c'est amené par l'au-delà. Une autre lecture, je dirais anthropologique, pourrait dire, c'est ce qu'on nous ramène de l'au-delà pour empêcher de penser, pour empêcher d'oublier qu'on l'a perdu ou qu'on risque de le perdre en route. Et peut-être un dernier mot, parce que je trouve ça, c'est ce mystère, hein, dans cette douceur qui apparaît. Il y a un mot de Philippe Roth que j'aime beaucoup dans un de ses livres, qui est que nous soyons et que cela soit
inexplicable et évidence. Et donc dans ce mystère, je dirais, de la maternité, de la communication, de ces métamorphoses du vivant, c'est à la fois une évidence, et le fait de penser que c'est inexplicable, c'est une façon de nous mettre en mouvement, au moins, je dirais, à la recherche. Ne pas nous dire que parce que c'est évident, c'est banal. Ce qui est très beau, c'est que ce qui pourrait nous paraître banal devient profondément mystérieux, et même si nous ne pouvons pas le comprendre, nous pouvons au moins nous en émerveiller. La voix, c'est vrai, et c'est dit, mais je veux dire, Quignard dit nous entendons longtemps avant que le soleil avant de voir le soleil, hein, donc ce rôle fondateur de la voix, mais de la voix au-delà du sens des mots qu'elle prononce. Hein, et donc dans au début était le verbe. Moi je crois ce qui est implicitement, ce qui peut être suggéré implicitement, c'est au début était la voix. Hein, au début, le premier lien, la première communication avec l'autre, hein, parce qu'on peut dire au début, il y a le fœtus n'est pas nulle part, mais avec ce qui constitue l'autre, qui est quelque chose qui est de l'ordre de la voix, qui aurait pu être l'image, c'est ça qui apparaît au début. Oui, mais et dans donc, la Genèse, c'est ce qu'elle dit. C'est que dans la Genèse, Dieu dit Dieu dit. Donc voilà, donc est-ce que l'idée c'est la parole est première, et donc les mots, mais une autre lecture c'est la voix. C'est-à-dire on pourrait imaginer au début, Dieu parla. Dieu fit des sons avec sa voix. Et puis, après, il y avait des mots. Donc je crois que c'est très beau, c'est encore une fois ce côté, je dirais, premier de la voix, qui traduit, indépendamment que des mots que nous prononçons, nos émotions, nos états d'esprit, nos intentions, et nous finissons par oublier, au fond, à cause du pouvoir du langage, que ce qui véhicule le langage nous dit parfois plus que ce qui est dit. Hein, et donc c'est peut-être ce que, parce que ça s'est perdu dans l'écrit, hein, ce qui inquiétait le Socrate, on parle peu de Platon, mais peut-être que dans l'écrit, ce qui restitue ça, c'est le travail sur l'écriture. Hein, c'est-à-dire que les mots seuls, eh bien c'est des mots sans la voix, c'est fantastique, ça reste, ça traverse l'espace et le temps, mais il n'y a plus la voix. Mais quand on commence à écrire au sens transcrire des émotions, exprimer un état d'esprit, une autre forme de voix apparaît. Hein, donc il y a sûrement la façon de dire est sûrement aussi importante que ce qu'on dit. Et ce que dit Barbara Cassin, c'est la pluralité des voix. Oui, tu parlais de... Aussi, voilà, tout à fait, mais la pluralité des voix dans un même texte. Ce que je disais récemment, c'est en relisant Barthes. Ouais, même les films, c'est un texte, tu vois. Tout à fait. C'est qu'au fond, s'il y a plusieurs voix, ce que dit la voix est sujet à interprétation. S'il y a une seule voix, on entend, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et donc, je ne parle pas de ton film, ce qui est évident, qui est un tissage de voix et de langue, mais cette idée qu'exprime Barbara Cassin de la pluralité des voix dans un discours, une partie sont des fictions, une partie sont des vérités, c'est aussi ce qui permet à celui qui veut se l'approprier d'y ajouter la sienne. Hein, s'il y a beaucoup de voix, à ce moment, il peut y avoir aussi la voix de celui qui écoute ou de celui qui lit. S'il y a une seule voix, on est plus dans on se l'approprie ou on la rejette. Donc mais ça, c'est pas particulier à ce film, hein, je dirais. Donc, par rapport à l'enseignement de Pétain, tes films sont profondément des films sur l'ouverture à l'autre et donc sur la tolérance. Mais je dirais que ça, c'est tous tes films. Merci. Mais je pense, quand tu dis la voix, que c'est encore plus pour moi voix et rythme qui vont ensemble. C'est-à-dire que c'est... Mais le rythmique, en tant que... C'est-à-dire que c'est rythmé. Peut-être au début, il y avait, quand c'était écrit, c'était la poésie, parce que la poésie, c'est écrit, mais c'est en rythme. Hein. Et je crois que pour moi, vraiment, le challenge de tous les films que j'ai fait, celui-là spécialement, c'est le film de sorte de mise en scène de la parole, mais ce qui est, moi, le challenge, le vrai, c'est le rythme du film. C'est le plus important. C'est-à-dire, c'est plus important que l'image. C'est essayer de trouver un rythme au film. Si je devais continuer sur ce que tu dis, je dirais un chant. Hein, parce qu'au fond, la voix, c'est de la musique. Et donc, il y a le rythme et puis il y a la mélodie. Il y a quelque chose de très beau
apprendre dans l'histoire de l'humanité, qui est une histoire autant de souffrance, de brutalité, de désastre, qu'une histoire de douceur et de poésie et d'amour du prochain, de prendre ce qui en marque certaines étapes et d'essayer de le tresser dans un discours qui dit que l'attention à l'autre, l'altérité, la douceur peut être repensée. Et donc c'est quelque chose de complémentaire. Vous pouvez prendre n'importe quelle œuvre. Quand Barbara Cassin parle de l'Iliade et de l'Odyssée, ce sont des récits de désastres et de violences extraordinaires. Quand vous faites une lecture littérale de la Bible, c'est une série de désastres et de massacres extraordinaires. Quand vous regardez, et donc vous pouvez prendre malheureusement les périodes et les lieux où les hommes et les femmes ont vécu en paix, sont des îlots dans l'histoire de l'humanité, telle que nous la connaissons depuis que nous en avons des traces. Donc je crois que ce travail, et il existe et il est fait, et heureusement, est un travail indispensable, à condition, encore une fois, moi je crois que quand je parlais du tressage des voix, de la pluralité des voix, à condition que ça ne soit pas la seule approche. Il y a quelque chose, au fond, comprendre les désastres, c'est soit comprendre ce qui fait que nous vivons dans les désastres, et au fond comprendre comment ça marche, ou c'est comprendre comment nous pouvons faire en sorte qu'il ne soit plus la scansion de l'histoire de l'humanité. Et donc il faut des contrepoints. Je veux dire, il faut des contrepoints, il faut de l'espoir, il faut montrer qu'on peut revivre, on peut relire, on peut réinterpréter autrement, et que d'une certaine façon, ça s'appelle annonce, ces désastres n'étaient pas forcément annoncés dans les étapes qui y ont conduit, et qu'il n'y avait pas de déterminisme. Je crois que et qu'on peut y voir l'annonce d'autre chose que ce qui s'est passé. Donc je crois que rien n'est jamais complet, mais je crois que c'est quelque chose qui, d'un point de vue humain, d'un point de vue du discours sur l'ouverture à l'autre, qui fait cruellement défaut aujourd'hui. Le problème, un des grands problèmes, c'est que la revendication justifiée d'une reconnaissance de la souffrance est aussi aujourd'hui une cause, comme elle l'a été dans toute l'histoire de l'humanité, du rejet de l'autre. Et que paradoxalement, la réflexion sur les désastres peut provoquer des désastres si elle n'est pas accompagnée, j'allais dire, d'une démarche complémentaire qui peut montrer qu'on peut faire autrement. Donc je crois, et j'y avais pas pensé, mais en vous écoutant, que dans ce terme annonce, il y a aussi un profond paradoxe. C'est pas l'annonce au sens, le déterminisme, c'est-à-dire c'est pas voir l'avenir de ce qui aura lieu, c'est la manière dont nous nous projetons dans l'avenir. Et peut-être qu'il y avait, à partir de ces événements, d'autres façons, et il y a d'autres façons de se projeter dans l'avenir, que celles qui, malheureusement, sont les plus fréquentes et les plus tragiques. Tout discours qui se prétend comme étant la seule interprétation, la seule lecture et la seule prescription est un discours, par définition, totalitaire. C'est-à-dire qu'il prétend embrasser la totalité du monde et de la réalité humaine. Tous les récits et toutes les prescriptions et toutes les visions du monde qui sont totalitaires conduisent à des désastres parce qu'elles excluent ou elles imposent. Et donc une des grandes difficultés, c'est, et je crois que c'est ce que tu fais, c'est de relire ces discours. Dans tout discours, il y a une dimension totalitaire, il y a une tentation totalitaire. Il y a ce que Barthes et Foucault appellent la tentation du pouvoir. Dire, c'est faire. Il y a un caractère performatif dans le langage. Dans le terme d'annonce, on peut le prendre comme un caractère performatif. Voilà ce qui sera. Quoi que vous fassiez, quoi que vous en pensiez, on vous le dit. Mais de toute façon, vous ne pourrez rien y changer. Ce qui est intéressant dans cette annonciation à laquelle celle à qui c'est annoncé dit oui, c'est que ça veut dire que peut-être on peut dire non. Quand, en plus, c'est ce que dit Barbara Cassin à la fin, c'est pas pour ça que ne pas avoir de monothéisme a été la garantie d'une sérénité à travers le monde. Les guerres entre les cités grecques étaient sanglantes. Mais c'est vrai que lorsque l'on prétend, dans le cadre d'un monothéisme, détenir et comprendre la vérité absolue, d'accord, il y a plusieurs monothéismes, il y a des vérités absolues qui se considèrent comme gênantes. Donc je crois que c'est vraiment une réflexion sur comment avoir une lecture pluraliste du monde, qui au fond pluraliste dans quel sens? Dans le sens où elle accepte l'autre, et l'histoire de l'autre, et le récit fondateur de l'autre, puisque nous avons tous des origines et donc des récits fondateurs, qui soient réels, fictifs, peu importe, ils sont majeurs. Comment avoir une histoire dans laquelle les histoires de chacun
peuvent coexister. Et une histoire ne tient pas au seul prix de l'élimination des autres histoires. Donc je crois que dans ce sens, vraiment ce que fait ce film, à sa mesure, c'est vraiment d'œuvrer pour une ouverture à l'autre, qui ne soit pas simplement, je dirais, un vœu ou une annonce, mais qui soit véritablement une source de réflexion, quelque chose qu'on peut s'approprier, et on peut dire, tiens, les choses peuvent être autrement que la façon dont elles se sont déroulées. Les récits fondateurs peuvent être source de violence, engendrer des guerres, des conflits sans fin. Mais ces fictions d'origine peuvent aussi être source d'inspiration qui font naître d'autres récits, d'autres voix et images à interpréter à l'infini.